en ligne un photographe français qui se trouve à Kiev. Bonsoir Jonathan Alperi. Vous êtes sur place depuis 10 jours pour travailler pour évidemment des organes de presse français. Quelle est la situation sur place? Dans quelle atmosphère est-ce que vous vivez dans les rues de la capitale ukrainienne? Alors, en effet, depuis 48 heures, la ville de Kiev est assez calme en fait. Il y a très peu de bombardements dans la ville même. La plupart des combats et des bombardements et des pertes humaines sont essentiellement dans le nord-est et le nord-ouest de la ville, qui sont en effet les axes de l'offensive de l'armée russe qui se rapproche petit à petit de la capitale. La ville en elle-même, la plupart des gens sont partis. On estime que les 3/4 des gens sont déjà partis de la ville. Donc la majorité des journalistes, comme moi, qui sommes en train d'attendre dans la ville, on ne sait pas trop exactement ce qui va se passer, si la ville va être encerclée ou attaquée, ou les choses peuvent s'éterniser. C'est difficile à dire. Est-ce que vous avez une idée de la position des troupes russes ou pas du tout? Est-ce que vous avez des informations sur place? Alors on ne sait pas trop, mais moi j'ai passé un peu de temps à Irpin, par là, bon, comme les autres journalistes, on a été d'ailleurs violemment attaqués il y a 2 jours par de l'artillerie lourde russe. Les Russes sont pas loin, ils sont à quelques kilomètres. Mais par contre, il y a des petits groupes d'attaque, des groupes commandos qui se baladent un peu à droite à gauche. D'ailleurs, je crois qu'il y a des journalistes qui ont été capturés hier de Suisse et qui se baladaient un peu dans la zone en voiture. Donc c'est toujours un risque qu'on prend quand on travaille dans cet endroit. Les journalistes sont visés sciemment, selon vous, ou ils sont pourtant se signalent en général par le logo presse écrit sur leur gilet pare-balles? Oui, évidemment, mais vous savez, dans les zones de combat, les soldats peuvent perdre leur nerfs. C'est vrai dans les deux cas, que ce soit les Ukrainiens ou les Russes. Et quand on est dans une zone de combat, les balles partent et ça peut arriver. Alors, est-ce que les Russes nous prennent pour cible précisément? Ça, c'est pas clair. Mais c'est comme il y a ces petits groupes de commandos avec des blindés qui se baladent, évidemment, dès qu'ils voient des voitures, tantôt ils leur tirent dessus. Ça arrive de toute manière. Une question de Vincent Hervouette. Non, je voulais savoir, le journaliste suisse, finalement, a dû son salut à quoi? Comment est-ce qu'il a réussi à échapper à l'accusation d'espionnage? Vous savez? Je ne sais pas trop, je connais pas très bien les détails, mais je pense qu'il y a toujours un élément de chance. Il y avait aussi un autre journaliste qui se baladait lui tout seul en voiture vers Mariupol, et là ils ont rafalé sa voiture. Et c'est un photographe. Et ils l'ont fait sortir de la voiture, ils lui ont tout pris, mais ils lui ont laissé sa voiture pour qu'il puisse partir. Mais après, ça dépend un peu des unités. Je crois que c'est des Tchétchènes ou des Russes. C'est vraiment un petit bonheur de la chance. On voit, Jonathan Alperi, vos photos, pour nos auditeurs, sont des photos de dévastation, de ponts effondrés, de familles qui fuient éperdument la capitale de Kiev. Vous avez le sentiment que la ville retient son souffle et qu'il y a un assaut qui est imminent, qu'il pourrait se produire dans les 48 heures? C'est une possibilité. En effet, on le ressent en grande partie parce que des unités de l'armée territoriale ou de l'armée régulière sont en train de fortifier la ville, surtout dans les faubourgs nord-ouest. Les tranchées sont creusées, des blocs postés, il y a des chars maintenant qui sont en position sur les grands axes routiers, des pièces d'artillerie, des pièces anti-aériennes. Donc en effet, ils sont vraiment en train de se préparer pour un assaut. Est-ce qu'il va arriver? Ça, on ne sait pas. Vincent Hervouette, est-ce que Poutine a intérêt à détruire Kiev ou est-ce qu'il souhaite la préserver? J'imagine que ce serait terrible de raser Kiev. C'est pas Grozny, hein, ça a un poids symbolique considérable en Russie. Hein, ce serait impardonnable. La question que moi j'aurais posée aux confrères, c'est comment ça se passe avec l'angoisse de la 5e colonne? Est-ce qu'il y a une grande parano chez les miliciens, chez les militaires, chez les Ukrainiens assiégés à Kiev ou pas? Non, pas trop, on n'en parle plus. Donc c'est vrai elle bouge pas depuis quelques jours. Et la grande question, c'est pourquoi? Parce que tout le monde, on pense qu'il va y avoir un encerclement par l'ouest. La question, la réponse à votre question peut être à deux parties. La première, c'est ils ont des problèmes techniques de fuel, tout ça, c'est possible. Mais il est aussi probable que l'armée russe essaye de pas trop taper sur la ville. C'est à mon avis ce qui est en train de se passer. Et vous avez entièrement raison. Détruire le centre-ville, qui est le centre historique de l'histoire russe, surtout dans la perspective religieuse, ça serait quand même un grand drame. Et j'ai du mal à croire que les Russes le fassent.
Mais après, beaucoup de gens dont je fais partie ne pensaient pas qu'ils allaient envahir, ils l'ont quand même fait. Donc. Un dernier mot concernant le président Zelensky qui continue à produire un certain nombre de vidéos et qui harangue beaucoup les Occidentaux en leur disant « vous ne nous aidez pas, ça fait 14 jours, on est au 14e jour de l'invasion », qui réclame de l'armement. On sait précisément où il se trouve ou justement il se cache pour éviter d'être abattu par les Russes ? À mon avis, il reste caché, on ne sait pas trop. Et je sais que le New York Times a essayé d'avoir accès au président, ils ne sont pas arrêtés. Et l'état-major, même chose avec l'état-major, l'état-major. oui, on sait où se trouve son état-major ? Non, personne ne sait vraiment. Et d'ailleurs, moi je sais qu'à titre personnel, je ne prendrai pas de photos de ce genre de choses pour des raisons purement de sécurité en leur faveur. Merci beaucoup de ce témoignage en direct de Kiev, Jonathan Alperi, avec vos photos que l'on peut retrouver évidemment sur Internet. Alexandre Devecchio, c'est le quotidien de cette ville assiégée, avec le spectre d'une invasion et d'une attaque violente sur Kiev. C'est un prix lourd que paieraient les populations civiles, même si la plupart sont parties, mais surtout Vladimir Poutine. Alors, toujours les populations civiles d'abord, parce que c'est elles qui seront bombardées et c'est elles qui se feront tuer. Mais oui, Vladimir Poutine, c'est un risque, puisque il fait cette guerre aussi au nom de la Grande Russie, avec l'idée que Kiev est le berceau de la Russie. Donc on l'a rappelé, il y a des lieux de culte orthodoxes. Donc si jamais il portait atteinte à ces lieux-là, je pense qu'en termes d'image, et même en termes de sens qu'il veut donner à cette guerre, ce ne serait pas forcément bénéfique. C'est peut-être pour ça qu'il hésite à donner l'assaut. Christian Proto. Oui, il y a quelque chose qui est assez troublant dans l'approche qu'a Poutine avec la religion. C'est le fait que, par exemple, il ait fait construire une cathédrale incroyable pour l'armée, pour les militaires, et que les orthodoxes d'Ukraine se sont séparés des orthodoxes de Russie. Et je pense que comme il a rétabli la religion en religion presque d'État à côté de lui, il y a aussi une pression du côté qu'on a tendance à oublier, du côté des orthodoxes qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas, les popes orthodoxes de Russie ne comprennent pas cette scission qu'il y a eu. Et bon, bien sûr, c'est pas de la stratégie importante par rapport à ce que l'on évoque et ce que les gens vivent, mais ça une explication aussi dans cette démarche qui par moments paraît insensée. Eugénie Bastide. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend beaucoup de commentateurs dire d'ailleurs que cette guerre invalide la théorie de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, en disant finalement c'est pas un choc des civilisations puisque ce sont des Slaves contre des Slaves et finalement ils ont la même civilisation et au résultat ils s'entretuent quand même. Oui. Mais il y a quand même derrière en fait une forme de guerre de civilisation dans le sens où Poutine et les intellectuels, en tout cas la pensée qui l'habitent, sont dans une espèce de revanche contre l'Occident. Et il fallait écouter le sermon du patriarche Kirill à Moscou il y a récemment, où il a pris position pour la guerre en Ukraine et il a dit nous nous battons contre les forces du mal, contre l'Occident qui veut installer des gay pride dans tous les pays, enfin une espèce de discours halluciné sur en fait finalement une guerre de valeurs, une guerre justement civilisationnelle. Dénoncer l'islamisation de nos sociétés. Contre l'Occident, oui. Alors oui, ce qui est paradoxal parce que derrière il y a les Tchétchènes de Kadyrov, qui sont eux-mêmes des sortes de brigades islamisées. Mais c'est intéressant de voir finalement cette lecture-là. On la retrouve aussi, cette lecture religieuse, cette lecture civilisationnelle, et qui est évidemment entretenue par le pouvoir à des fins de propagande. Dans le livre d'Huntington, il le disait, qu'il pouvait potentiellement y avoir un conflit avec la Russie, même si les deux menaces qu'il identifiait, c'était plutôt l'islamisme et la Chine. Et ce qui est intéressant aussi, vous parlez de 5e colonne, c'est vrai que Poutine avait sans doute trop espéré qu'une partie de l'Ukraine se mobilise en sa faveur. On a vu effectivement même Poroshenko, le rival de Zelensky, lui-même se joindre au combat. Donc il a échoué finalement à soulever cette 5e colonne. Il avait appelé au début du conflit de l'armée à le rejoindre. Et sans doute n'a-t-il pas lu Mao et son fameux de la contradiction, où le dirigeant communiste chinois disait qu'il fallait toujours utiliser la cause interne pour imposer la cause externe. Et la cause interne a été sous-estimée puisqu'il a pensé que finalement une partie de l'Ukraine lui était favorable. Et ce qu'on voit,
voit, c'est qu'il est en train d'unifier justement toute l'Ukraine contre lui. Et ça, c'est un échec majeur, en tout cas, dans sa stratégie, parce que je pense qu'il pensait qu'une partie du pays allait le rejoindre et lui ouvrir grand les bras comme un sauveur, véritablement. Et peut-être parce que d'ailleurs, il a été mal informé par des services secrets russes qui n'osent pas lui dire la vérité. La vérité, Vincent Hervouette. Ce sentiment d'appartenance ukrainien, ce nationalisme ukrainien qui cristallise à chaud au feu des canons russes. On va voir s'il dure. Alors, il y a une scission de l'Église. Je ne vais pas dire le Pope combien de divisions, mais je suis pas convaincu que tout ça tienne longtemps. Je pense qu'il y a une très grande émotion aujourd'hui, une très grande angoisse qui est liée à la guerre, une formidable tristesse, parce que la guerre c'est aussi ça, c'est une tristesse au fond. Dans l'abîme intérieur, il y a de la tristesse quand on est en guerre, et que donc tout ça crée une espèce de comment dire, de confusion du cœur et de l'esprit. Bon, Poutine, il a une vision quasi maurassienne de l'Église. Elle lui sert parce que c'est une structure, parce que ça structure la société, ça équilibre. Ce qui est certain, c'est que le sentiment national se forge par rapport à un ennemi. Il n'y a rien de mieux qu'un ennemi pour solidifier et cristalliser ce sentiment national. D'ailleurs, en 1789, en France, les guerres extérieures ont aidé à consolider l'esprit national. Donc, il est en train, en fait, finalement, de forger cette nation ukrainienne dont il pense qu'elle n'existe pas. Ce qui est un peu le paradoxe de cette entreprise. Christian Proutot. Oui, c'est tout à fait ça, parce que il nie l'histoire. Et c'est l'histoire qui écrit l'histoire à venir. Or, l'Ukraine est en opposition avec les Soviétiques depuis la grande famine, je me répète, de 32-33 sous Staline. Et ensuite, pendant même l'occupation allemande, ils ont combattu les Soviétiques. D'abord les Soviétiques, puis après les Allemands, quitte à rejoindre les nazis, jusqu'en 54, ils se sont battus. Non, mais ça, on peut discuter de la volonté intentionnelle des Soviétiques d'affamer les Ukrainiens. Mais ce qui est vrai, c'est que cette grande famine a fait des millions de morts, 6 millions. Et qu'il y a une chose qui est claire, c'est que ça a toujours été, ce populicide a toujours été nié. C'est-à-dire que Solzhenitsyn, Souvarine ont raconté le génocide des Ukrainiens, mais Poutine, dans son discours l'autre jour, quand il brassait l'histoire, quand il racontait l'histoire de l'Ukraine, a totalement, et c'est très révélateur, passé ça sous silence. C'est-à-dire qu'il est vraiment l'héritier de cette lignée de soviétiques qui refusent de regarder en face le génocide des Ukrainiens, comme les Turcs refusent le génocide des Arméniens, comme le régime actuel au Rwanda refuse absolument d'entendre parler des 6 à 8 millions de morts qui ont eu lieu au Congo au début de ce millénaire. Génocide totalement populicide, en tout cas totalement ignoré. Bon, allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera des conséquences économiques dans notre pays. Les Européens vont-ils décider un embargo du pétrole et du gaz russe? Ils se réunissent demain et vendredi à Versailles autour d'Emmanuel Macron. Les États-Unis ont, eux, décidé cet embargo. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.